le plateau de l'IOGS Physique. Bonheur de pur bonheur en votre compagnie. Vous pensez être des bons scientifiques? En êtes-vous sûr? C'est ce que nous allons voir. Vous allez être confrontés à 6 questions de nature scientifique où à chaque fois 4 réponses vous seront proposées. Pour y répondre, très simple, il vous suffit d'hurler de toutes vos forces. Ok? Mais trêve de bavardage, et voici venu le temps de vous poser le premier projet. Marie, Nicolas, Marin, Alex et moi-même avons préparé un projet de vulgarisation destiné à des lycéens. Mais je ne vous en dis pas plus, voici venu le temps de la première question. Alors voilà comment vieillir moins vite que mon voisin. On va voir les solutions. Réponse A, utiliser tous les jours la crème Nivea Q10+. Ouais. Réponse B, voyager très vite dans l'espace. Réponse C, 5 fruits et légumes par an. Et réponse D, un godet de vin rouge à chaque repas. La crème Q10. Donc je vous écoute, allez-y. Eh bien la réponse tout de suite en image. Tout commence avec deux jumeaux, appelés Nico Casani et Nico Vagabond, aux tempéraments très différents, se trouvant sur Terre. Ce matin-là, les deux jumeaux étaient encore une fois en désaccord, et ils se fâchent très fort. Nico Vagabond, ayant besoin de prendre beaucoup de recul, voire énormément de recul, décide d'entreprendre un voyage à travers l'espace, alors que Nico Casani reste enfermé chez lui. Pour réaliser son voyage, Nico Vagabond monte à bord de sa fusée appelée l'OVNI. Prêt à partir, il démarre sa fusée, enclenche les réacteurs, puis s'envole quasiment à la vitesse de la lumière. Mais que voit-il? Ne serait-ce pas Victorious du Centaure? Et la Marinus? Oui, Nico Vagabond découvre de très nombreuses galaxies à travers son périple, qui ne durera pas 1 an, pas 5 ans, mais bien 10 ans. l'OVNI. 10 ans? Mais 10 ans écoulés pour qui? Pour lui ou pour son jumeau Nico Casani resté sur Terre? En effet, quelle surprise pour les deux jumeaux qui découvrent qu'ils n'ont plus le même âge! Oui, Nico Casani semble avoir 20 ans de plus que son frère. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai! Très bonne remarque, Victor. C'est ce phénomène que l'on nomme le paradoxe des jumeaux. Essayons de le comprendre ensemble. Pour l'expliquer, commençons par rappeler que la vitesse de la lumière est constante partout dans l'univers, qu'on se déplace vite ou non. Du point de vue de Nico Casani, le temps passe plus rapidement sur Terre que dans la fusée, donc Nico Vagabond va vieillir plus lentement que lui. En effet, si l'on tire un laser dans la fusée, représentée par les gommettes bleues, Nico Vagabond verra que la lumière parcourt une petite distance. Par contre, Nico Casani, qui observe son frère avec un télescope ultra puissant, verra un déplacement de la lumière, représenté par les gommettes rouges, bien plus important à cause du déplacement très rapide du vaisseau. Or, vous rappelez-vous que l'on a dit que la vitesse de la lumière est la même selon chaque point de vue? La conséquence est que le temps mis par la lumière pour arriver jusqu'à l'astronaute est plus long selon Nico Casani. Avez-vous remarqué une quelconque erreur dans le raisonnement? Félicitations, il y en a bien une, et c'est d'elle que vient le paradoxe. Eh bien oui, on s'est placé du point de vue du frère Casani, mais rien ne nous empêche de nous mettre à la place de son jumeau. Dans ce cas, c'est la fusée qui voit la Terre s'éloigner à grande vitesse. On peut alors faire le même raisonnement que précédemment, et cette fois-ci ce serait le frère sur Terre qui serait plus jeune. Vient alors un point très important de la relativité restreinte, la notion de simultanéité n'existe pas entre deux référentiels différents. Ainsi, savoir lequel des deux frères est le plus vieux n'a de sens que lorsqu'ils se retrouvent dans un unique référentiel, la Terre. C'est en effet Nico Vagabond le plus jeune, et tout ceci vient du demi-tour de la fusée pour revenir sur Terre. Mais pourquoi? Vous trouverez la réponse dans notre prochaine vidéo sur les transformations de Lorentz. Et c'est vraiment subtil. Allez, pousse tes mains, Marie. Allez, zou!
C'est bon là, arrêtez de juger. Hein. Chacun fait ce qu'il veut d'abord. Hein. Bonjour support. Est-ce que vous avez plus de 7 ans? Non. Ah, ça va, dommage. Parce que bon, je pense que vous avez quand même un âge qui est supérieur à notre public cible. Donc on va vous parler d'un phénomène qui s'appelle la qualifaction, et avant ça, on va vous poser une petite question. En fait, on dispose d'azote liquide, voilà, à manipuler avec précaution parce que sa température d'ébullition est de moins 196 degrés. Donc c'est quand même très froid. Et donc on va vous poser une question. Que se passe-t-il si Sylvain trempe sa main un court instant dans de l'azote liquide? Réponse A, sa main gèle complètement. Réponse B, la mer noire. Réponse C, absolument rien. Et réponse D, ses doigts vont tomber. Je vous écoute. C. La D. On va voir. Je le fais pour la science. Bonjour, nous allons vous présenter le phénomène de qualifaction, aussi appelé effet Leidenfrost. C'est un phénomène facilement observable qui peut apparaître dès que l'on renverse de l'eau sur des plaques encore très chaudes. Pour cette expérience, le matériel est simple. Il vous faut de l'eau, une plaque chauffante et une pipette de façon à former de belles gouttes d'eau. Nous sommes allés chez Julien pour réaliser l'expérience. Pour l'expérience, chauffez suffisamment la plaque et déposez-y quelques gouttes. Voici ce que l'on peut observer lorsque la plaque n'est pas encore assez chaude. Quand la plaque atteint une certaine température, vous observerez que la goutte semble flotter sur la plaque sans s'évaporer. En réalité, pour une goutte de taille normale, sa durée de vie est d'environ 3 minutes. Nous allons à présent vous expliquer simplement ce phénomène à travers la vie de Rémi, la goutte d'eau qui avait chaud. Salut, moi c'est Rémi, je suis une goutte d'eau et je vais te raconter mon histoire. Je suis né dans une pipette avec mes 3000 frères et sœurs. J'aimerais tellement avoir une belle vie de goutte et plus tard arroser une jolie rose. Oh non, je vais tomber sur cette plaque chauffante et totalement m'évaporer. C'était le cas de mon frère Rudy le jour de sa naissance. J'ai pas envie de finir comme lui et je veux sourire à la vie. Oui, 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 oui. Oh non, je vais rejoindre le paradis des gouttes. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je suis toujours vivant. Miracle! Je flotte sur un coussin de vapeur. Je comprends. La plaque est tellement chaude que le bas de mon corps s'est évaporé instantanément. La vapeur créée me permet de léviter sur un coussin d'air. Oh non! Je suis en train de rétrécir. Hello, darkness, my old friend.
Regardez, ce n'est pas une goutte d'eau, mais de l'azote liquide. Cette bulle va également provoquer l'effet Leidenfrost. En effet, l'azote liquide possède une température d'ébullition de moins 195 degrés Celsius. Ainsi, à température ambiante, n'importe quelle surface peut faire office de surface chaude. Plus besoin de plaques chauffantes. En revanche, si la surface n'est pas assez chaude, comme ce verre très refroidi, l'effet Leidenfrost n'apparaîtra pas, et la bulle s'éclatera immédiatement. Quelle peut bien être la cause d'un accident de la route, à votre avis? Une petite biche qui a traversé la route et provoqué un mort? Un mirage? Un problème technique? Ou bien l'effet Leidenfrost? Mirage. Le mirage. Eh bien, nous avons appelé des spécialistes pour répondre à cette question. Enquête du 20 mars 2017, une Twingo décapotable s'est retrouvée sur le bas-côté de la route alors qu'elle roulait en ligne droite. Heure et cause de l'accident, pour l'instant, inconnue. Bonjour, professeur Pawlowski, agent de la BIS, la brigade d'investigation scientifique expérimentale. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Mon Dieu, ils m'ont refilé un agent de la BIS. J'avais appelé des spécialistes. Enfin, passons, heure de l'accident. Rien de plus simple. Il suffit de procéder à une datation au carbone 14. Mais oui! La datation au carbone 14 est la solution pour dater le corps. Un être vivant contient des atomes de carbone en quantité constante, car il en échange avec son environnement. Parmi les atomes de carbone, il y en a que l'on appelle carbone 14. Ils sont instables. Cela signifie qu'ils peuvent émettre une particule pour devenir stables. Lorsque un corps meurt, il ne renouvelle plus sa quantité en carbone. Après un certain temps, quelques atomes de carbone émettent des particules et le nombre de carbone 14 diminue donc. On peut mesurer le nombre de particules émises pendant une certaine durée et avec cette on peut remonter à la date à laquelle le corps est mort. Mais non! Alors c'est vrai, la datation carbone 14 se révèle très utile pour les fouilles archéologiques et les recherches historiques. Mais j'ai fait les calculs avec le données du carbone 14 et on voit qu'on peut dater des choses qui ont jusque 50 000 ans, mais avec une incertitude qui descend rarement en dessous d'une cinquantaine d'années. Donc dater des objets qui ont moins de 100 ans avec cette méthode se relève très peu pertinent. Et je ne suis pas sûr que cette méthode puisse donc être utilisée dans notre enquête. C'est vrai, j'oublie toujours, le carbone 14, pour les événements récents, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Encore un incapable, je le savais. C'est toujours sur moi que ça tombe. Enfin, bon, oublions la date pour l'instant. Essayons de voir qu'est-ce qui a bien pu causer l'accident. J'ai trouvé le bâtiment de l'Institut d'optique. Mais encore? Eh bien, l'interaction gravitationnelle. La voiture, passant à côté du bâtiment, a été déviée par la force d'attraction. Mais oui, la gravitation universelle doit être la raison pour laquelle la voiture fut déviée. La gravitation universelle consiste au fait que deux objets qui possèdent une masse exercent l'un sur l'autre une force identique. Plus la masse des objets est grande, plus la force est élevée. Et plus la distance entre les deux objets est grande, plus la force est faible. Prenons par exemple deux objets. La Terre et ce téléphone, ils sont en interaction, donc ils s'attirent quand je lâche le téléphone. Donc le bâtiment et la voiture ont dû être attirés et la voiture a été déviée. Mais non, encore une fois. Alors, c'est vrai, le bâtiment
bâtiment et la voiture sont en interaction. Mais voyez-vous, avec la brigade des ordres de grandeur, nous avons pu estimer la masse du bâtiment à environ 200 millions de kilogrammes. Ce qui nous donne une force entre la voiture et le bâtiment d'environ 0,00002 newtons, contre une force entre la voiture et la Terre, par exemple, de 10 000 newtons, c'est-à-dire 500 millions de fois plus. Donc je ne suis pas sûr que cette force ait vraiment influencé la situation. Bon, vous avez fini avec vos bêtises? Il a eu un problème technique et est sorti de la route, c'est tout. D'accord, mais comment vous expliquez que le corps soit à l'extérieur de la voiture? Bah, ça me paraît évident, il a juste... Oui, vous avez raison. Cette personne est passée à travers le pare-brise par effet tunnel. Cette fois, c'est la seule solution. Mais oui, l'effet tunnel peut expliquer cela. Il s'agit d'un phénomène quantique qui permet à une particule de traverser une barrière alors qu'elle devrait rebondir sur elle. Une particule quantique occupe toute une zone de l'espace tant qu'on ne la mesure pas. Mais quand on mesure sa position, celle-ci se rétrécit en un point. Lorsque la particule quantique rencontre une barrière, elle rebondit. Mais prenons le cas d'une barrière assez fine. La particule quantique s'étale au-delà de la barrière. Et donc, il y a une possibilité, quand on mesure sa position, de retrouver la particule de l'autre côté de la barrière. C'est comme si on jetait une balle de tennis sur un mur et que la chance de retrouver la balle de tennis de l'autre côté du mur existe. Et je tiens à préciser que le mur reste intact. Donc, le corps a pu traverser le pare-brise par ce tunnel. Mais non, encore une fois. Vous faites là une approximation qui me vous. Vous approximez le corps de la victime à une particule quantique. Or, quand on regarde la masse du corps de la victime, la température qu'il devait faire sur les lieux du crime, et qu'on considère toutes les particules du corps de la victime qui interagissent entre elles, on voit bien que cette approximation ne tient pas la route. En plus, les barrières dont vous parlez mesurent dans la nature environ quelques nanomètres. Alors qu'ici, on a une barrière qui est le pare-brise et mesure au moins un demi-centimètre. C'est beaucoup trop. Et donc cette explication ne tient vraiment pas debout pour expliquer la situation. Oui, alors il roulait en décapotable, il n'avait peut-être pas sa ceinture, et puis... Oui, c'est vrai, ça aussi, ça peut fonctionner. Bon, reprenons depuis le début. Pas la peine. Je crois que cette fois, j'ai trouvé la solution de notre mystère. Oh, par pitié, que quelqu'un me fasse taire. Regardez comme il fait beau, comme il fait chaud. Cet homme a certainement vu un mirage, il a donné un coup de volant et s'est retrouvé dans le décor. Ah non, stop, vous arrêtez là. Il pleuvait hier, il ne pouvait pas y avoir de mirage. Leidenfrost. Il y avait de l'eau sur la route et les pneus étaient chauds. La voiture s'est mise à léviter, le vent l'a emporté. Bon, maintenant tu vas te taire immédiatement, tu vas retourner dans la voiture et tu vas me laisser finir mon enquête. Et l'électronique peut-être. Ah oui, ça par contre, ça peut être une bonne idée. Ah, vous voyez? Je vous propose d'aller inspecter le corps de la victime pour s'en... Oh, je sais. Encore un TP d'électronique qui a mal tourné. On est ici pour se poser une question un peu plus mystique. Quelle est l'origine des bateaux fantômes? Poser un jour, magie noire, occultisme, tout le monde a ces choses à l'esprit parce que c'est très important. Alors, réponse A, des pirates morts-vivants qui sillonneraient les mers. On y a tous pensé. La consommation de substances illicites, on n'y est pas tous étrangers, hein, à garder en tête. La lumière n'en faisant qu'à sa tête. Hein. C'est les mieux placés pour savoir que ça peut arriver. Et la réponse D. C'est des choses qui arrivent. Donc, qu'en pensez-vous? La réponse D. Eh ben non, donc c'est la lumière qui n'en fait qu'à sa tête. Et maintenant, je vais demander à l'azote Frédéric et Vivien au laser pour faire une petite démonstration et mettre en évidence le caractère assez aléatoire de la lumière. Et
compte à nous lâcher dans les moments les plus importants. Donc, on a ici un laser, un faisceau laser qui se dirige en ligne droite. On voit tous ici la tache sur le mur. Faites bien attention à cette tache. Alors maintenant, attention, on va refroidir l'air d'un coup avec plein d'azote. Et ensuite toute la tache. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh mon Dieu, elle descend! Vous avez vu? Elle a descendu, elle a bougé. Vous l'avez tous vu? Faites un petit effort. La tache est affaissée d'un petit millimètre. Et alors donc, la lumière peut être déviée. Maintenant, plus d'explications en images. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ce matin, comme à leur habitude, Dupont et Dupont sont perdus. Après plusieurs heures de marche à tourner en rond à travers le désert, Dupont s'exclame soudainement. Regarde, une oasis. Assoiffés par cette longue journée, ils quittent leur costume et courent se jeter dans ces eaux bleues. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardons ça. Il faut savoir que les propriétés de la lumière peuvent varier d'un milieu à un autre. Comme le montre cette animation, la vitesse de la lumière est bien plus grande dans l'air que dans l'eau. On peut même distinguer l'air chaud de l'air froid. En effet, plus la température de l'air est élevée, plus la lumière ira vite. À cause de ces changements de propriété, la lumière peut être déviée. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Ce poisson, par exemple, ne voit pas l'ampoule là où elle est en réalité, mais la voit au-dessus de lui. Ce phénomène de réfraction est la cause des mirages. En effet, s'il y a une différence de température entre deux couches d'air, la lumière sera déviée par réfraction. Cependant, la différence de température que l'on voit n'est pas nette. Il y a un changement progressif de la température. C'est comme si l'on avait de nombreuses petites couches d'air de températures différentes. Ce qui fait que la trajectoire de la lumière n'est plus droite mais courbe. Incroyable, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le désert avec Dupont et Dupont? En fait, il y a le même phénomène que précédemment. Ici, l'air est plus chaud au niveau du sol qu'en altitude. La lumière se courbe vers le haut, du coup, on voit le reflet du ciel sur le sol. Un peu comme s'il y avait une flaque d'eau. C'est ce que l'on appelle un mirage chaud. Ce qui peut donner ceci ou cela. Et si c'était dans l'autre sens? L'air chaud en haut et l'air froid en bas. La lumière se courberait-elle dans l'autre sens? Eh bien oui. En haute mer, sous certaines conditions, la lumière se courbe de façon à ce que l'on voit une réplique du bateau au loin dans le ciel. C'est ce que l'on appelle un mirage froid. Ainsi, le pêcheur dans sa barre voit un navire fantôme flottant au-dessus des eaux. Ce phénomène a alimenté bien des légendes durant les siècles derniers. Et si on imagine une couche d'air chaud, suivie d'une couche d'air froid, puis chaud, puis froid, puis chaud, puis froid? Mais what? C'est possible ça? Mais oui, ça donne un truc comme ça. Ça s'appelle un mirage complexe ou Fata Morgana.
mais c'est pas grave, on va vous parler de fluorescence. Et pour ça, on va rejoindre Fred et Jamie dans l'ascenseur. Je vous laisse voir. Jamie, qu'est-ce que la fluorescence? Mais Fred, la fluorescence, c'est très simple. Deux principes, l'absorption et l'émission. De manière générale, une substance qui absorbe une certaine longueur d'onde dans le domaine du visible nous apparaissent colorées. C'est le cas par exemple des colorants ou des pigments. Mais certains colorants ou certains pigments ont la capacité d'émettre de la lumière qu'ils ont absorbée. Cette capacité des matériaux à émettre la lumière qu'ils absorbent est le principe de photoluminescence. Jamie, je suis pas sûre d'avoir bien compris là. Pour être un peu plus clair, si on se met à la dimension d'un atome, un atome compose la matière. Cet atome est lui-même composé d'électrons. Ces électrons ne peuvent prendre que certains niveaux d'énergie. On dit que ces niveaux d'énergie sont quantifiés. C'est la quantification de l'énergie. Je m'explique. On considère un électron représenté par ce ballon rouge. On va considérer tout d'abord que cet électron se trouve sous son état de plus basse énergie, appelé l'état fondamental. Si de la lumière incidente arrive sur cet électron, vous savez que la lumière est constituée de différents grains d'énergie appelés des photons. On considère donc un photon qui arrive sur cet électron. Cet électron va absorber l'énergie du photon et donc passer d'un état de très basse énergie appelé l'état fondamental donc à un état de plus haute énergie appelé l'état excité. Cet électron va ensuite descendre vers des états excités de plus basse énergie. Cet électron n'aura ensuite pas d'autre choix que de se désexciter pour revenir à son état fondamental. En se désexcitant, il va donc émettre un photon. Par exemple, un atome pourra absorber dans l'UV et réémettre dans le visible. C'est le principe de fluorescence. Mais Jamie, mon pull, il n'est pas phosphorescent. Pourquoi ton pull n'est pas fluorescent, Fred? C'est très simple. Mais pour ça, on a besoin d'aller au niveau -1. Prenons cette pomme rouge. Cette pomme absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche, sauf le rouge, et ne laisse rebondir que le rouge. C'est pour ça que nous la voyons rouge. D'ailleurs, Fred, tu as des exemples à nous donner? Eh oui, Jamie, dans la nature, on trouve de la fluorescence à l'état naturel. C'est le cas de certains minéraux, comme tu peux le voir ici, mais aussi chez certains animaux, comme le scorpion ou les méduses. C'est aussi le cas pour des fruits comme la banane ou les champignons. Et le plus surprenant, ce sont les champignons. Et pour comprendre ce phénomène, nous allons aller voir une spécialiste de la fluorescence, Anita. Mais avant ça, une petite dégustation. Alors je vais te montrer quelque chose de très simple. Je vais mettre en évidence la fluorescence de la molécule de quinine contenue dans cette bouteille de Schweppes. Et là tu peux voir la lampe à ultraviolet et je vais te montrer quelque chose de magique. Tu peux juste éteindre la lumière s'il te plaît? Alors si je place cette bouteille de Schweppes devant la lampe ultraviolet, ben voilà, on voit bien le fluorescent bleu de la quinine. C'est magique, non? Merci Anita pour cette expérience. Il existe de nombreuses applications de la fluorescence. Par exemple, la détection de cellules cancéreuses par colorimétrie ou encore la microscopie par fluorescence. J'espère que vous avez tout compris et que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, vous savez où me trouver. À bientôt.
Jamie, tu m'entends? Ah pardon. C'est vrai, t'as raison, non, je savais pas t'allais dire ça, du coup, bon, je vais faire comme... Je viens de me rendre compte que la perche, elle est bien branchée, ou... On remarque que la quinine... Oh là, je sais même pas quoi dire, pardon. Le sang bleu de la quinine. C'est magique, non? En fait, non, c'est nul. Si, c'est dans les chambres des... Nous sommes devant un effet sismologique. Premier étage. Ouverture des portes. Fermeture. Pardon. Ok, c'est bon, ça filme. Bienvenue sur le plateau de 46 000% sport. Vous connaissez le principe, je suis là pour vous mettre très à l'aise. Je suis Dimitrios Krakeas. Visiblement, ça part sur un quiz. Je n'étais pas informé, un peu comme l'adultère de ma femme. Je salue. Comprends que s'il te plaît, tu dégages cette merde. Avec du football, après l'incroyable remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, c'est l'ASM ce week-end qui a réussi un véritable exploit. C'est un reportage signé Pierre-Emerick, le Nervion. Match au sommet ce week-end entre l'ASM et le FC Visiteur. D'abord mené en première période, l'ASM parvient à égaliser grâce à ce but plutôt audacieux de Bakary Kanté. La célébration est pour le moins douteuse. Face à la pression, Esteban Le Gruyaec commet la faute à la 99e minute. Sur une décision des plus injustes de l'arbitre, il est expulsé dans un premier temps et confère à Bakary Kanté un coup franc à un endroit stratégique. Le petit prince du football français, Bakary Kanté doit alors trouver une solution judicieuse pour dépasser le mur de défense. À la surprise générale, le ballon semble se téléporter sous les yeux impuissants du gardien Emmanuel Chibron. Très sèche de notre Baka. Alors si comme moi vous vous demandez comment la trajectoire a pu devenir courbe au dernier instant, rassurez-vous car nous avons invité sur ce plateau un grand ponte de la physique, j'ai nommé Monsieur Arnaud Bell. Eh bien c'est très simple. C'est un effet de la physique, précisément de la mécanique des fluides, qui s'appelle l'effet Magnus. Donc si on peut remontrer le but de ce joueur, s'il vous plaît. Parfait. On va voir en fait là le joueur attraper la balle sur le côté. Ce qu'il va faire, via l'effet de pression, la balle va tourner et emprisonner une fine couche d'air autour d'elle, créant ici. De cette manière, comme elle dit, un flux d'air constant, un flux d'air accéléré de ce côté et un flux d'air ralenti de ce côté-là. Donc il y a des équations de Bernoulli, des équations très compliquées, je ne vous détaillerai pas. Il y a donc de ce côté-là une dépression et de ce côté-là une surpression. Faisons qu'il y ait de cette manière-là une force qui va dans ce sens-là. C'est moi quand même. La flèche, elle n'est pas dans le bon sens. Bon, vous n'avez même pas des infographistes de qualité, c'est pas grave. Donc la flèche est dans l'autre sens et la balle donc va dévier de sa trajectoire et se diriger de manière droite. Rendant ainsi le but de ce joueur de qualité. Excusez-moi de vous couper, mais on me signale dans l'oreillette que les audiences sont en chute libre. On va donc enchaîner avec du tennis après la défaite de l'Espagnol Nadal à l'Indian Wells. Son compatriote Marcelo Salas a lui pu s'imposer au tournoi du CCL. C'est un reportage signé Pierre-Emerick. Rencontre internationale entre l'Espagnol Marcelo Salas et le Serbo-croate Titouan Semence. Les deux adversaires, qui se connaissent bien, sont longtemps restés au coude à coude, offrant à la foule un insoutenable suspense. Mais c'était sans compter sur Marcelo, un champion aux méthodes très controversées, dont les imprévisibles services ont finalement eu raison de son opposant. Spiritisme ou balle truquée, quoi qu'il en soit, les deux joueurs ont fait honneur aux valeurs de leur discipline.
De très très haut niveau. Yannick Noah, si tu nous regardes, tu n'as plus qu'à aller remettre des chaussures. Monsieur Arnaud, votre avis nous intéresse, la trajectoire de cette balle. Alors plutôt magie noire, balle truquée, on vous y va. Vous foutez de moi? Pendant 5, je vous explique l'effet Magnus. De manière très très simple. Oui. Je vous explique pourquoi la balle se courbe au foot. C'est la même chose là. On remonte l'extrait. Remontez l'extrait. Regardez, on voit encore la raquette, elle part sur le côté, la balle elle tourne, elle part sur le côté, c'est l'effet Magnus, c'est la même chose. Si vous voulez, peut-être que vous comprendrez mieux si j'explique avec, je sais pas, les équations de Bernoulli, détaillées. Ah non, mais j'oublie encore la viscosité d'air, j'oublie encore plein de trucs. On va baisser d'un ton sécurité, s'il vous plaît, petit problème. Fou de moi. De plateau. Je sais même pas pourquoi j'ai cette tête là. On accompagne M. Bell vers la sortie. Vous avez pas la sécurité? Non, c'est bon, je sors tout seul. La sécurité, elle reste où elle? Vous m'avez saoulé. Et ça dégage. C'est aléa du direct, mon Franck, on pense à toi, tu t'es été occupé de l'invité, lundi matin, c'est Pôle emploi pour toi. C'est déjà la fin de cette émission, je vais demander à toute l'équipe de me rejoindre sur le plateau. Soyez pas timide.